Bonjour à toutes et à tous, je me présente très rapidement, Fanny Thomas, je suis docteur en sociologie, j'exerce mon métier en coopérative en tant qu'entrepreneur et j'interviens aujourd'hui pour Maxime Sodji sur sa demande et avec grand plaisir puisque il m'a confié ma première mission il y a 9 ans et c'était sur ce sujet-là donc que je vais vous présenter rapidement. Alors déjà, juste un petit repère de contexte sur l'obésité et ses perceptions sociétale, collective, appelez-les comme vous le souhaitez, on a une épidémie d'obésité avec des conséquences directes sur notre mode de vie moderne, qui sont la conséquence directe, de notre vie moderne, et avec des conséquences directes. Je vous en ai mis quelques exemples, sédentarité accrue, alimentation transformée, rythme de vie accéléré, sommeil perturbé, marketing alimentaire, stress, etc. Le marketing alimentaire allant même parfois jusqu'à la clinique chez lui, on en avait déjà discuté au sein même du couloir au sein duquel exerce Maxime Sodji, avec les machines à sous, où on sort les... Voilà, par exemple. Les personnes qui souffrent d'obésité sont rarement perçues comme des patients atteints d'une maladie dans notre pays. La société a souvent un regard très négatif, voire très stigmatisant envers elle, et cette stigmatisation a fait l'objet de nombreux travaux de recherche en sociologie. La question était, la réponse chirurgicale est-elle une réponse suffisante? J'ai presque envie de rajouter avec tout ce que j'ai entendu, satisfaisante aussi, ça faisait partie des débats. Alors, depuis 2003, Maxime Sodji, son objectif, c'est de valoriser la parole des patients pour comprendre leurs demandes et appréhender leurs besoins. Sa demande, c'était « Écrivez-moi une lettre de motivation ». On a commencé à en parler aujourd'hui, c'est donc 3000 lettres qui sont rajoutées. Ces lettres, c'est un véritable recueil de mots sur les mots, c'est-à-dire sur les souffrances, sur les difficultés. J'ai eu l'occasion d'en décrypter 200. Seul, c'est difficile. Donc, effectivement, on a parlé aussi un peu d'IA, on a parlé un petit peu de numérique, etc. Je peux vous assurer que ça peut être des outils très intéressants et très pertinents dans ces contextes-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a des discussions sur... Enfin voilà, c'est comme une discussion, ces lettres, sur la souffrance qui amène à demander, en fait, à faire la demande d'une chirurgie. Des mots qui sont devenus un support de travail sur les mots, donc le cas de la pièce de théâtre Dame O. Maxime Sodji en parlera certainement mieux que moi tout à l'heure, mais donc en fait, où c'est allé jusqu'à amener un travail de rédaction par des patients eux-mêmes. Ce premier tuage de mots a été construit à partir des lettres de motivation donc anonymisées et qui font l'objet d'une procédure de signature de consentement. Ça, c'est juste pour préciser qu'effectivement, il y a un protocole universitaire qui est en train de se monter et que donc, de fait, étant donné que c'est du rétrospectif, il y a eu tout un enjeu à demander l'autorisation de chaque patient, bien évidemment dans ce contexte-là. Alors, néanmoins, à ce jour, même si le travail est loin d'être achevé sur ce sujet, qu'est-ce qui est déjà visible? Ce qui est déjà visible, c'est qu'au-delà de la chirurgie, on voit naître à Limoges le début d'une aventure narrative qui date déjà de plusieurs années, puisque il y a 9 ans, j'ai travaillé sur le site internet de Maxime Sodji, le forum où les patients écrivaient, et en fait, il y avait déjà 10 ans. Donc ça fait 20 ans, en gros, et c'est peut-être même encore plus ancien. Moi, je vous parle de ce que j'ai pu observer. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est qu'il y a un exercice qui tient compte du corps. C'est un exercice, la médecine narrative, la narration, et même la narration par le patient, c'est un exercice qui tient compte du corps, mais aussi de l'esprit des personnes en demande d'une chirurgie bariatrique. L'objectif étant d'offrir une prise en charge globale et personnalisée aux patients qui souffrent d'obésité, par la prise en compte, et je ne dis pas la prise en charge, vous l'aurez bien noté, c'est bien une prise en compte de leurs affects, de leur manière de vivre et de faire parler leur obésité. Le corps parle. Souffrir d'obésité, être obèse, dit quelque chose, et le corps communique. D'accord? C'est quelque chose, c'est pas juste notre cerveau et notre parole qui communiquent. Nous sommes des animaux sociaux. On a parlé un petit peu d'animaux tout à l'heure, donc je le répète, nous sommes des animaux sociaux. Sociaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que nous proposons à voir, que ce soit notre corps, notre manière de nous tenir, notre manière d'être, notre manière de parler, et la parole finalement est très secondaire en réalité, c'est une façon de communiquer. Donc tout parle. La conviction, l'intuition, depuis de nombreuses années, notamment de Maxime Sodji, c'est de mettre des mots dessus. Mettre des mots dessus est essentiel pour créer une relation de confiance avec son patient et rechercher une transformation, non pas uniquement extérieure, parce que ça c'est un peu l'enjeu, maigrir, mais aussi intérieure, c'est-à-dire associer la transformation intérieure à la transformation extérieure, puisque de fait, les deux vont en réalité ensemble.
L'usage d'outils de narratologie à Limoges, il y en a plusieurs. Donc je vous les ai un petit peu listés. Il y a les lettres de motivation, mais c'est pas que ça. J'ai eu l'occasion d'assister pendant 2 ans d'affilée au groupe de parole du vendredi soir en présentiel ou par Facebook du Dr Sodji. Donc j'y étais en tant qu'observatrice. Le forum du site Obésité 87, dont j'ai eu l'occasion de lire les nombreux messages. Les ateliers d'éducation thérapeutique spécifiques centrés sur la parole du patient, les ateliers d'écriture, pour la pièce de théâtre notamment, les réunions trimestrielles ou semestrielles qui existent depuis 20 ans. Et en fait, quand on met tout ça bout à bout, je rappelle qu'en plus, ce n'est pas juste une relation médecin-patient qui s'est construite, mais aussi c'est entre pairs, entre patients, dans tous ces lieux, mais aussi avec d'autres professionnels de la santé qui interviennent tout au long du parcours. Donc on est vraiment sur la notion, j'ai entendu tout à l'heure parler d'équipe. Typiquement, quand on multiplie les outils, en réalité, on multiplie aussi les intervenants, et donc on est bien dans des prises en charge pluriprofessionnelles. La question, c'est quel bilan en tirer? Les bilans, c'est de pouvoir vous montrer en fait les débuts d'une évaluation globale et d'une recherche de compréhension de ce qui a été fait au départ un peu intuitivement, et de se dire, avec le recul, finalement, ça veut dire quoi tout ça? Je vous présente rapidement l'évaluation des outils que j'ai eu l'occasion de mener sur le forum Obésité 87. L'évaluation, elle a porté sur les apports à 11 ans de l'usage d'un forum dans le e-suivi des personnes concernées par la chirurgie bariatrique, qui a fait l'objet d'un article, du reste, que vous pouvez retrouver dans la revue Obésité. Et donc, les principaux résultats, c'est 3 grandes catégories d'usage. 3 grandes catégories d'usage du forum par les patients. La première catégorie, c'était la socialisation par les pairs. D'abord, j'y tiens beaucoup. Ils venaient se parler entre eux, pour eux, parce qu'ils ont vécu les mêmes choses, parce qu'ils ont vécu la même opération, parce qu'ils se préparent à une opération qu'ils ont déjà rencontrée et qu'ils vont partager avec d'autres des connaissances. La deuxième catégorie d'usage, c'était le sentiment d'appartenance à une communauté. Et bien oui, et bien de fait, c'était très intéressant d'avoir cela, parce que bien sûr, sinon les gens vont le chercher ailleurs, c'est-à-dire dans un cadre où ils ne vont pas nécessairement aller jusqu'à rencontrer des gens qui sont proches de chez eux, qui ont été opérés par le même chirurgien, etc. Donc l'intérêt était tout à fait là, parce que oui, les gens recherchent un sentiment d'appartenance, ils ont besoin de se relier aux autres quand ils sont atteints d'une pathologie quelle qu'elle soit, ou quand ils vont se faire opérer, quoi qu'il en soit. Et ensuite, en dernière intention, c'était la question de la socialisation médicale après. La socialisation médicale, c'est-à-dire finalement l'éducation thérapeutique qu'il pouvait y avoir aussi en présence sur ce site. Les recherches d'informations, non pas sur le vécu, mais vraiment cliniques, etc. Pour moi, elles arrivent en 3e intention. Ce n'étaient pas forcément les premiers sujets recherchés par les patients. On a mesuré donc l'impact social de ce forum de discussion en tant qu'outil d'accompagnement post-opératoire à distance, en couvrant donc une décennie de données. Ça faisait 148 475 messages, 12 881 utilisateurs, et donc j'ai mené une analyse statistique des différentes données quantifiables et qualitatives, avec des outils type analyse géométrique de données, etc., qui permettent de coupler en fait une force et une manière de traiter de façon statistique, mais en gardant les mots, les termes, donc de façon très qualitative, donc ces sujets, pour pouvoir ressortir cette typologie, on va dire, des 3 grandes catégories d'usage. Nous nous sommes donc rendus compte, avec Maxime Sodji, que le forum permettait de maintenir les personnes dans une temporalité thérapeutique longue, sans prolonger la médicalisation. Parce qu'en fait, c'est un peu ça le sujet. C'est comment, à un moment donné, la personne revient à la vie courante, sans avoir la sensation d'être dans un parcours médical. Ensuite, on s'est rendu compte que ça positionnait les patients dans une attitude non consommatrice de la chirurgie. Ça, c'est très important. Parce que de fait, l'idée, c'est pas qu'il y ait rechute, l'idée, c'est pas qu'il y ait retour à la chirurgie, et ainsi de suite. Et ça, c'était clairement écrit partout et discuté, et les patients se véhiculaient aussi sur le forum ces idées-là. Ensuite, c'est un support de responsabilisation collective des patients face à la chirurgie. J'insiste sur le collectif. On est dans une société qui prône l'individualisme beaucoup. Moi, je suis sociologue, mon travail, c'est le groupe, c'est le collectif, c'est l'ensemble. Et donc, ce que j'ai pu observer, et qui m'a fait plaisir d'un point de vue sociologique, sur ce forum, c'était vraiment cette idée de « nous sommes ensemble ». Ce n'est pas toi toute seule ou toi tout seul qui te fait opérer, qui va sur ça, ce n'est pas que ton histoire, que ta vie ou autre, etc. En fait, c'est nous, il y a des points communs, il y a des idées, il y a des sujets, etc. Et donc, on refait sens autour de cela. Fondé sur une socialisation, donc, par les pairs, c'est-à-dire, je suis éduquée, entre guillemets, où j'anticipe ce que va être ma chirurgie, mais parce que les autres m'en parlent. Et pas que le chirurgien, même si la parole du chirurgien est également importante.
C'est pas nouveau, hein. Il faut savoir qu'il y a 2 siècles de ça, les gens, ils se socialisaient entre eux. Alors bien sûr, avec d'autres idées que la médecine contemporaine, mais par contre, finalement, c'est un retour à ce que nous faisions aussi bien avant. Les êtres humains, ils découvraient, s'imaginer ou se fabriquer des représentations de maladies, et tout à l'heure, ça a été signalé, dans le discours des autres aussi, tout simplement. Et pas forcément des discours ni scientifiques, ni experts, juste un discours d'expérience à son échelle, qui vaut ce qu'il vaut, j'ai envie de dire. Mais peu importe, c'est comme ça que ça fonctionne aussi dans notre société. Les limites qu'on a également repérées, c'est que cela doit quand même rester associé à des moments de rencontre physique entre les différents membres. Et là, on peut y rajouter toutes les activités proposées par les handisports notamment, etc. Donc les activités sportives en commun, les groupes de parole, et en fait les gens ils venaient rechercher ça aussi, c'est-à-dire qu'on avait vraiment une continuité entre le forum et les rencontres en présentiel. L'animation sur le forum, notamment par des gens qui peuvent relire, donc Maxime Sotchi en l'occurrence, et puis dire ce qui est vrai, du faux ou autre, malgré tout, hein, pour avoir un petit regard, reste important, hein, pour maintenir l'activité aussi sur le site, mais voilà, pour aussi travailler ensemble la construction des savoirs. Et puis la réappropriation sur les réseaux sociaux s'est opérée, hein. Il y a eu, en fait, on a observé pendant ce travail un déplacement des patients du forum vers Facebook, où là, il y a eu une petite dépossession à un endroit à un moment donné. Ça a délaissé un peu le site, et puis du coup là on maîtrise moins les choses, mais c'est hyper intéressant parce que ça a montré en fait que le groupe se constituait, Facebook étant un réseau qui était plus intermédiaire comparativement au forum entre le physique, et c'était le moyen de rester en lien, donc ça rentrait un peu plus dans la vie sociale des gens. Je vous fais quelques premiers enseignements des lettres de motivation anonymisées qui sont très succinctes, mais qui restent voilà, un premier état de ce que l'on a pu regarder à l'époque, puisque ça date de 2018. L'objectif, c'était de recueillir et d'analyser les motivations des patients pour la chirurgie bariatrique à travers leurs lettres donc, de motivation, et de comprendre comment les patients expriment leur rapport à l'obésité et leur désir de transformation. Donc, c'était 170 lettres rédigées en 2017 à l'époque que j'ai eu l'occasion de lire et d'observer. J'ai travaillé sur les formulations, comment elles étaient choisies, je me suis attachée à ça, et j'ai dégagé en fait surtout ces éléments clés, les motivations, les rapports à l'obésité et l'estime de soi. Comment les verbatims pouvaient ressortir à cette échelle-là. Les résultats, c'est qu'il y avait 2 approches identitaires, il me semble, et une fois de plus, c'est que des hypothèses à cet état, à ce stade, parce que 170 lettres sur 3000, autant dire qu'on n'a pas vu grand-chose. Moi, il m'a semblé qu'il y avait quand même cette hypothèse à faire sur les approches identitaires. Est-ce qu'on est dans l'avoir, l'obésité perçue comme une maladie externe, ou est-ce qu'on est dans l'être, l'obésité est intégrée à l'identité? Et c'est intéressant parce que ça aurait été discuté un petit peu aussi tout à l'heure dans votre présentation, mais en fait, c'est qu'il y a les deux, ça existe, il y a les deux, c'est qu'il y en a qui sont et il y en a qui ont. Donc, typiquement, dans les lettres, on le repère. La typologie des motivations et les distinctions sont faites selon l'engagement personnel, les liens familiaux et l'estime de soi. Les questions, c'était aussi de se demander si ça nécessitait pas donc un échantillonnage plus important, hein, ça c'était nos limites, avec une approche typologique qui prend du temps et qui n'a pas pu aller plus loin à ce stade. Aujourd'hui, la mise en œuvre d'une démarche scientifique d'évaluation avec pour thème d'entrée la médecine narrative et l'étude des outils mobilisés va pouvoir s'agrandir. C'est une démarche en comité d'éthique, une rencontre, des échanges avec une communauté de chercheurs, une construction de projet, des signatures de consentement. À l'époque où j'ai fait le diapo, on était à 800, mais ça doit être beaucoup plus aujourd'hui. Avec quel objectif ? Moi, la question que j'ai envie de formuler, c'est dans quelle mesure les outils de narratologie utilisés à Limoges pourraient contribuer, par leur évaluation, à renforcer les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, je ne vais pas les définir ici, hein, je vous ai remis les grandes références, mais en fait, il me semble que, là, si je donne mon avis de sociologue, ben, je pense que ça pourrait aller jusque-là. Hein, c'est comment, dans les bonnes pratiques, élargir un petit peu les sujets, puisque je les ai lus, les bonnes pratiques en chirurgie bariatrique, et il m'a semblé qu'il manquait principalement les aspects psychologiques, enfin qu'il y avait surtout les aspects médicaux et psychologiques, mais qu'il manquait très probablement d'autres aspects, les aspects sociologiques étant eux aussi très intéressants, je tiens à le préciser ici. Les hypothèses d'impact psychologique et social que je voudrais vous partager pour clôturer cette présentation, j'essaye d'accélérer, c'est l'importance d'intégrer le patient, donc ça c'est mon avis, dans un parcours narratif. Je tiens à préciser cette notion de parcours parce qu'elle traverse aujourd'hui notre système de santé, mais en fait je pense qu'il faut le remettre aussi en médecine narrative si on ne veut pas faire d'impair.
pour parler de soi, mais aussi entendre parler les autres. Moi, je trouvais que c'était passionnant d'assister au groupe de parole parce que c'est ça qui se passait. Il ne s'agit pas que de parler de soi, sinon on rentre dans la dérive d'il y a 2 siècles de ça avec la naissance de l'autobiographie, je suis désolée, je le dis avec un peu de brutalité, mais où en fait, l'enjeu, ça reste malgré tout de revenir vers le groupe, revenir vers le collectif, parce qu'on voit sinon les dérives, c'est-à-dire moi, et je ne suis pas compris, je ne peux pas être compris par personne d'autre ou autre, etc. C'est passer du parcours subi au parcours co-construit. Comment je participe moi-même dans mon cerveau à construire mon parcours? Il faut que je puisse me le représenter avant. Sinon, je l'ai subi. Du coup, peut-être que je peux redonner du sens à ce parcours après, mais finalement, ce n'est pas le sujet. Éviter la sensation que l'opération devienne l'unique moment temporel du soin pour inscrire les patients dans une temporalité longue du soin qui joue sur les 2 tableaux, récit individuel, récit collectif. C'est important de se rendre compte qu'en fin de compte, un médecin, il n'intervient pas beaucoup dans la vie d'un patient, même si son intervention est juste essentielle. Et surtout, il n'intervient pas beaucoup dans la trajectoire de maladie du patient, même si, une fois de plus, son moment est essentiel. Mais il se passe plein d'autres choses autour. Un parcours narratif en chirurgie bariatrique, j'ai commencé à essayer de l'esquisser, ça donnerait quoi? J'ai essayé d'organiser, en fait, ce que Maxime Sodji a déjà proposé, sans, entre guillemets, structure, parce que c'est peut-être un peu violent dit comme ça, le prenez pas mal, hein. C'est pas, c'est-à-dire sans le penser, c'était le côté intuitif uniquement. D'abord, il y aurait l'institutionnalisation du récit dès l'entrée dans le parcours. Partir de soi, la lettre de motivation comme outil psychologique et narratif, et les entretiens narratifs préopératoires, hein, rencontre avec le chirurgien, avec le psychologue, etc., etc. Parce qu'en fait, il n'y a, une fois de plus, pas que le chirurgien dans cette histoire. Ensuite, la deuxième étape, ce serait la socialisation par des récits d'expérience, apprendre des autres. Il y a les groupes de parole, l'éducation thérapeutique, le système de parrainage, les patients experts, et vous voyez qu'à chaque fois, il peut y avoir plusieurs formes d'intervention professionnelle et non professionnelle. L'intégration ensuite de la dimension culturelle et sociale de la maladie en 3e étape, recréer et maintenir le lien social que l'on oublie à tort trop vite avec le forum en ligne qui permet aux patients de poursuivre leur socialisation des récits même à distance en maintenant un lien entre eux et avec l'équipe soignante, un partage d'expériences qui donne naissance à des réseaux de solidarité où chaque membre trouve un écho à sa propre histoire dans celle des autres. Et c'est comme ça que l'on arrive à refaire groupe, d'ailleurs, et à refaire société ensemble. Et puis, les rondisports, où les patients participent à des activités physiques en groupe. Et enfin, la transmission. Dernière étape, la transmission, les ateliers d'art thérapeutique, avec la création de récits, comme c'est le cas de la pièce de théâtre, les photographies avant-après, puisque c'est ce que M. Sodji fait aussi faire à ses patients, pour apprendre à se réapproprier son corps, etc. Ça fait partie pour moi du travail presque narratif, puisque du coup ça dit encore une fois quelque chose de ma réappropriation de mon corps. Et les ateliers de prévention en lycée, auxquels j'ai eu l'occasion d'assister pour les débuts quelques-uns, qui apportent une approche pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire sur le sujet. Donc c'est un parcours bien évidemment entre guillemets à valider, hein, c'est ma proposition très arbitraire par rapport à tout ce que j'ai eu l'occasion d'observer ces dernières années, où il faudrait pouvoir mesurer l'impact social, psychologique, clinique et médico-économique maintenant de tout cela, construire un modèle éventuellement reproductible, réussir à le modéliser, valider chaque pratique narrative mobilisée, définir les indicateurs qui nous intéressent vraiment et qui sont vraiment utiles à la médecine comme aux patients, améliorer, formaliser et reconnaître, intégrer tout cela dans les bonnes pratiques en chirurgie bariatrique. Pour conclure, si je devais résumer mon propos, c'est celui-là. Vous avez le colloque singulier avec un parcours de soins individuel qui est à un moment donné T du temps. Et moi, en fait, j'invite à penser la médecine narrative comme le retour vers un parcours narratif, une aventure donc plus collective. Et donc ça, c'est une vraie façon pour moi, non pas ouais, si, c'est une forme de déconstruction de notre médecine contemporaine, mais pas au sens négatif du terme, vraiment au sens de recréer ce lien qui, voilà, c'est un peu perdu dans la pensée que la maladie me concerne moi uniquement parce que c'est la mienne. Voilà. Je clôture là-dessus et je vous remercie.